Eh bien, vous êtes là encore ce matin et ravi de vous avoir sur ces antennes même dans le cadre de cette grande messe matinale. C'est bel et bien Kios Africain, la revue des Unes parue en Afrique tous les jours. Pour ce jour, une bonne brochette pour vous permettre d'avoir toute la quintessence de l'actualité africaine. Ça sera par les soins de Tony Michael Benga, lui également qui est là ce matin. Bonjour Tony. Bonjour Raoul Pépin Benabena, bonjour à tous les téléspectateurs et amis lecteurs. Ce matin encore, on se retrouve comme d'habitude, comme de vrais soldats. C'est vrai que mardi, je n'étais pas avec toi, mais ce matin, on aura la possibilité une nouvelle fois de donner l'information telle que traitée par nos confrères de la presse écrite à tous ces milliards de téléspectateurs qui regardent Afrique Média tous les matins et qui se lèvent tôt au même moment que nous. Et on ne va pas tarder, on va commencer avec l'Afrique centrale, avec le petit retard qu'on accuse pour que les uns et les autres ne soient pas surpris. Vous l'avez si bien dit, ouvrons donc par l'Afrique centrale, notamment avec le Gabon, le quotidien national gabonais en kiosque ce matin. C'est le quotidien d'Union qui ouvre donc les hostilités ce matin. Gabon, Arabie Saoudite, en marche dans du sommet de l'investissement. C'est d'ailleurs la grande une de ce journal. Ali Bongo, aux côtés du roi d'Arabie Saoudite. Il faut dire que le sommet qui devrait s'achever en principe ce jour a donc donné lieu à plusieurs audiences, donc celle du président Ali Bongo qui a d'ailleurs été reçu hier par le roi Salman. Ils ont essayé de revoir de fond en comble une coopération qui dure déjà depuis plusieurs années. Le Gabon se sent d'ailleurs fier, tout comme l'Arabie Saoudite, de cette coopération qui jusqu'ici n'est pas drainée d'embûches. L'information est bel et bien reliée par nos confrères du quotidien national gabonais d'Union en kiosque ce matin. Tchad Info également en kiosque. Nous sommes déjà au Tchad. Tchad donc, on parle de la CEMAC, un sommet extraordinaire s'y tiendra donc en Djamena du 24-25 octobre 2018. Le sommet en principe va donc s'ouvrir aujourd'hui avec le grand bal des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Un sommet qui suscite, il faut le dire, qui a été suscité par la crise monétaire que traversent désormais les pays de la CEMAC et dont les chefs d'État devront trouver des solutions idoines. Il faut dire que vraisemblablement, les chefs d'État doivent trancher dans la douleur. L'information reliée par Tchad Info nous fait dire quand même que la situation semble être assez sérieuse au point où les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ont jugé le taux de réserve de la zone CEMAC très faible, et lorsqu'il fallait y arriver, il faudra donc que les chefs d'État parviennent à trouver des solutions idoines pour tout au moins se rehausser ce taux de réserve. Quand on mettait donc en lumière des problèmes de terrorisme, et forcément il y a léger accalmie de ce côté. On parle désormais d'un problème de gouvernance qui semble être problématique. Les dépêches de Brazzaville également en kiosque ce matin. Nous sommes là au Congo. Brazzaville avait les dépêches de Brazzaville. Enseignement secondaire nous dit le dépêche de Brazzaville. On va demander à la réalisation d'être un peu plus habile. Les dépêches de Brazzaville donc en kiosque. Les dépêches de Brazzaville, enseignement secondaire nous dit le journal. On a du mal à expliquer les déboires des élèves de Nganga. Edouard précise alors les dépêches de Brazzaville qui nous font dire vraisemblablement que ces établissements semblent être totalement sur les feux du diable quand on sait qu'une caravane du ministre de l'Éducation de ce pays sillonne ces établissements pour essayer de ramener du calme et de rassurer les élèves. Quant à ce qui leur arrive, on ne comprend pas vraisemblablement. Est-ce des problèmes de sorcellerie, des problèmes magiciens? De toute manière, autant de questions que se posent les dépêches de Brazzaville ce matin. On sort de là pour la République démocratique du Congo avec la prospérité en kiosque. Élection 2018, on y est encore avec la prospérité. On parle de l'UDPS désormais qui voudrait aller aux élections avec ou sans machine à voter. Et le journal de se poser la question de savoir s'il s'agit d'une stratégie, duplicité ou tout simplement une trahison. L'interrogation de ce journal nous fait croire vraisemblablement que les partis de l'opposition, jadis radicales, sont devenus, il faut le dire, quasiment ouverts maintenant et veulent y aller aux élections parce qu'il n'y a pas d'autre choix. L'information révélée par la prospérité est en kiosque ce matin. Au Cameroun maintenant, c'est avec Essingan que nous y allons. Également en kiosque ce matin, la une d'Essingan. Merci pour la réalisation présidentielle 2018. Donc, Essingan, nous dit le journal, le Grand Sud dominant pour la victoire de Paul Biya. Le journal essaie donc de mettre en lumière les scores parcourus dans le Grand Sud, la région natale du président de la République, qui d'ailleurs dans le département du Djaï-Lobo, nous dit-on, a pu faire un score de 99,99%, si ce n'est trop exagéré. Il faut dire que le chef d'État a quasiment raflé tous les sièges
de ce côté, malgré le fait que le président de l'univers, Nkumbondo, semble également être de la même région, mais n'a même pas pu avoir le vote de sa propre maman. L'information reliée par Essingang semble être en kiosque ce matin, mais le quotidien L'Épervier également en kiosque ce matin. Que nous dit donc la une du quotidien L'Épervier, victoire de Paul Biya à la présidentielle. On y revient encore, sauf que le journal met donc en lumière l'exceptionnelle contribution d'Issa Chiroma Bakari, l'actuel ministre de la Communication, président d'un parti politique, a dû militer. Il faut dire que ce parti fait partie de la mouvance gouvernementale, a dû militer donc et a dû batailler pour que tout au moins dans sa région natale, c'est-à-dire dans le nord, que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ou son candidat Paul Biya puisse avoir un score intéressant. Et ça y est, puisque le quotidien nous fait dire que c'était une contribution exceptionnelle du ministre de la Communication qui s'est battu bête et ongle pour arriver à cette victoire. Mais le quotidien Le Jour, également en kiosque ce matin, que dit donc cette une du quotidien Le Jour après la débâcle à la présidentielle, nous dit dans le quotidien Le Jour, le SDF peut-il se relever? C'est une question qui intéresse nos confrères du quotidien Le Jour qui veulent remettre en cause la force de frappe désormais du Social Democratic Front qui s'est vu répliquer à la 4e position juste derrière Cabral Libi qui était là, il faut le dire, comme l'incertitude de cette présidentielle. Mais il faut dire que le SDF semble avoir rechuté et l'on se demande bien si les prochaines élections législatives et municipales pourront redonner un peu du souffle à ce parti qui a vraisemblablement besoin de revenir à son niveau. Quand on sait vraisemblablement que le MRSC voudrait arracher donc la seconde place des partis politiques au Cameroun, on a fort à faire avec le SDF qui devrait davantage travailler. Le quotidien de l'économie, également en kiosque ce matin. Que dit-on la une de le quotidien de l'économie? On parle là des accompagnements, les organisations internationales au secours du start-up. Voilà tout ce qu'on peut retenir de cette une du quotidien de l'économie qui est en kiosque également ce matin. Rentrons avec Météo Sport pour nous rentrer davantage dans cette présidentielle 2018 pour faire ce parallélisme entre le sport et de la politique. Et d'ailleurs, Météo Sport sait si bien le faire en parlant de cette présidentielle 2018. Biya stop de pénalty de Camto. C'est d'ailleurs la grande titre de ce journal et d'ailleurs les images que vous renvoie ce quotidien semblent être assez intéressantes et sont d'ailleurs parlantes. Vous allez vous-même jauger. Mutation également en kiosque ce matin. Septennat 2018-2025. Que fera-t-il de son mandat? Précise alors Mutation qui voudrait savoir. C'est que le président de la République, son Excellence Paul Biya, va-t-il faire des 7 prochaines années quand il aurait attendu 36 ans pour arriver à une situation assez catastrophique que vivent les Camerounais aujourd'hui? 7 ans encore, est-ce qu'il y aura un léger mieux? Précise Mutation qui voudrait comprendre quels seront donc les grands axes de priorité du président Biya. Va-t-il vraisemblablement booster le développement du Cameroun et sortir les Camerounais du malaise qu'ils vivent en ce moment? De toute manière, Mutation se pose également des questions qui suscitent également la réflexion de moult Camerounais des Guardian Post. Et nous allons sortir par là des Guardian Post en kiosque également ce matin et qui voudrait donc remettre en cause les victoires de Paul Biya dans le nord-ouest, le sud-ouest et le grand nord. D'ailleurs, de Guardian Post dit bien que c'est Monseigneur Cléda qui émet quelques doutes quant à ces victoires écrasantes du président Biya dans les régions problématiques, quand on sait que dans le nord-ouest et le sud-ouest, il a pu quand même gagner haut la main. On se pose autant de questions tout comme le prélat Monseigneur Cléda qui voudrait quand même émettre quelques doutes décriés par nos amis de Guardian Post ce matin. Tony Michael Mega, on va en Afrique australe. On va en Afrique australe, Raoul Pépin Benabena, ce matin avec The Citizen. Nous sommes en Afrique du Sud. La réalité mort dans un mini-budget électoral montrant l'Afrique du Sud sur les cordes. C'est le titre que nous propose The Citizen, édition de ce matin. The Citizen qui nous apprend qu'une croissance plus faible, des revenus moindres, des perspectives économiques révisées à la baisse
des institutions gouvernementales endommagées, des problèmes de gouvernance, un taux de chômage élevé, une corruption généralisée et des dépenses inutiles. Voici donc quelques-uns des problèmes que le ministre des Finances nouvellement créé, le ministère des Finances nouvellement créé, avec à sa tête Tito Mboweni, a tenté de traiter dans son énoncé de politique à moyen terme hier, dénuder les livraisons crédibles et les intentions admirables de Mboweni pour ne conserver que les statistiques douteuses d'un déficit budgétaire de 4%, d'une réduction du produit intérieur brut de 59% du ratio dette PIB, de faibles recettes et d'un salaire excessif dans le secteur public. Voilà l'analyse que fait le politologue Daniel Silke sur Twitter. Il estime que le nouveau ministre des Finances aura fort à faire. Il faudra redresser les finances du pays. En tout cas, allez lire tous les détails de cette information financière dans les colonnes de The Citizen, édition de ce matin. Et nous continuons avec Malawi Voice. Nous sommes au Malawi. Automatisation des jeunes. Deuxième phase du programme de stage pour les jeunes du gouvernement. Le journal nous apprend ce matin que le ministère du Travail, de la Jeunesse et du Développement de la main-d'œuvre a publié les noms de ceux qui entreront dans le deuxième programme d'inscription pour le programme de stage gouvernementaux pour les jeunes. Et tous les stagiaires sont priés de commencer à signaler leur rapport avant le lundi 29 octobre 2018 prochain. Cependant, nous dit le journal, la date officielle de début des travaux sera le 1er novembre 2018. La période du 29 au 31 octobre sera consacrée au traitement de toutes les questions logistiques telles que la signature du contrat de stage, les formulaires d'accord et soumission des détails du compte bancaire. Et selon un communiqué publié par le ministère, cela est nécessaire pour éviter des retards dans le traitement des indemnités des stagiaires. Il a d'ailleurs indiqué en outre que toute personne qui ne se présentera pas dans la semaine précédente, le 29 octobre, sera réputée ne plus être intéressée et sera retirée du programme. Détail de cette information nationale dans les colonnes de Malawi Voice, édition de ce matin. Zambian Eye nous accueille aussi ce matin du côté de la Zambie et parle de victimes d'un bus sud-africain qui a fait un accident portant le nombre de décès aujourd'hui à 12 morts. Rayfol Boulaya, tel que nous le dit le journal, a été blessé à la tête lors de l'accident et a été admis à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Polokwane dans la province de Limpopo. Le haut-commissaire zambien en Afrique du Sud, Emmanuel Mwamba, a déclaré que les autorités de l'hôpital de Polokwane l'avaient informé que Boulaya était décédé des suites de ses blessures. Après une bataille d'1 mois, il a dit qu'il était attristé par le décès de Rayfol Boulaya alors qu'il progressait bien vers le rétablissement. L'accident de bus qui a coûté la vie à plus de 11 personnes entre Kitwe et Johannesburg s'est produit lorsqu'il y a eu une rupture de pneus avant. Les détails de cette information tragique dans les colonnes de Zambian Eye, édition de ce matin. De Namibian, nous sommes à Namibie, trier l'aéroport, les problèmes de leadership. En fait, c'est Motorwa, le conseil d'administration du CNA qui s'exprime. Vendredi, nous dit le journal, Motorwa a publié une déclaration confirmant la réintégration de Beverly Gawanas-Vugs en tant que présidente adjointe du conseil d'administration du CNA, une position qu'il avait supprimée sans ménagement 2 semaines auparavant. Et dans la même déclaration, nous indique le journal, le ministre a exhorté le conseil de la parastatale à aller au-delà de l'incident de renvoi de Gawanas-Vugs, celui-ci ayant été clôturé de manière satisfaisante pour le moment. Il a rappelé au conseil présidé par l'homme d'affaires Lek Angala de se concentrer sur les questions qui paralysent le secteur parapublic depuis des années. Détail de cette information dans les colonnes de ce journal de Herald. Nous sommes du côté du Zimbabwe et il semble bien que Emmerson Mnangagwa a séduit les Zambiens aux célébrations d'Ohuru, la fête d'indépendance de la Zambie. C'est en tout cas le titre que nous propose ce journal de Herald ce matin, qui nous apprend à cet effet que le président Emmerson Mnangagwa a charmé hier les Zambiens à l'occasion du 54e anniversaire de sa fête de l'indépendance tenue à la maison de la République zambienne à Lusaka. Le chef de l'État et du gouvernement, qui est également le commandant en chef des forces de défense du Zimbabwe, a été l'invité lors de cet événement auquel ont assisté le premier fondateur de la Zambie, M. Kenneth Kaunda, et plusieurs diplomates accrédités à Lusaka, et des chansons en hommage d'artistes zimbabwéens comme Olivier Ntukudzi ont été interprétés par des groupes musicaux zambiens lors des célébrations en l'honneur du président invité Emmerson Dambudu Mnangagwa. Les détails de cette information dans les colonnes de Herald, édition de ce matin. Et allons dans les pays lusophones. On va d'abord au Mozambique avec Opaïs qui nous dit que le président de la République a accrédité 7 chefs de mission diplomatique. Eh bien, le journal nous apprend à cet effet que le président de la République
Philippe Nyusi a accrédité mercredi 7 chefs de mission diplomatique. Ce sont des ambassadeurs nommés en Lituanie, en Pologne, en Biélorussie, au Chili, au Bénin, en Éthiopie et au Royaume de Belgique. Et quelques instants après la cérémonie d'accréditation de cet ambassadeur, nous dit le journal, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, José Pacheco, a déclaré que cette cérémonie était un exercice concret de la consolidation des amitiés au sein de la coopération bilatérale avec les 7 pays. Et le ton de la cérémonie a permis de renforcer les relations politiques et diplomatiques entre le Mozambique et les 7 pays concernés. Détail de cette information diplomatique dans les colonnes de Au Pays, édition de ce matin. Et sortons de l'Afrique australe ce matin avec Ango Press en Angola qui titre à sa une « La Ferrangol ne sera plus un concessionnaire ». Et le journal de nous dire que la Ferrangol, qui est actuellement un concessionnaire de ressources minérales métalliques, à l'instar de la Sonangol qui fait dans le pétrole et le gaz, et d'Endiama qui fait dans les diamants, et dans le cadre donc du programme de restructuration, ces 3 sociétés ne seront plus concessionnaires afin de se concentrer sur leur vocation. Et se confiant mercredi à la presse, le dit le journal en marge des journées scientifiques du Minrepet qui se déroule dans la province de Kwanza Sul. Le ministre Diamantino Acevedo a informé que son intention était de trouver des solutions susceptibles de contribuer à la durabilité et à la croissance de l'industrie de production de fer en Angola. Il a d'ailleurs indiqué que le programme de restructuration visait à rendre la Ferrangol plus concurrentielle et rentable en se concentrant sur la chaîne de valeur principale tout en respectant les normes de qualité internationales, d'où la société cessera donc de jouer le rôle de concessionnaire et déclenchera définitivement son programme de régénération afin de se concentrer sur son activité principale qui est la chaîne de fer. Eh bien, vous aurez tous les détails de cette information économique dans les colonnes de Ango Press, édition de ce matin, ce qui nous permet de faire un saut ou un pont du côté de l'Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, nous y allons avec Iwaku, les voix du Burundi, en kiosque également depuis quelques minutes. Avec Iwaku, on parle de politique, dialogue inter-burundais, donc l'ouverture reportée sera donc sans explication. Nous dit alors Iwaku, les voix du Burundi, qui nous fait dire que vraisemblablement le dialogue, l'ouverture de ce dialogue qui était prévu hier, a tout simplement été reporté sans autre explication. On constate tout de même que le gouvernement burundais n'a pas pris part à ces assises. Selon le gouvernement, donc, le mois d'octobre est celui du deuil. Et d'ailleurs, le gouvernement attend que la médiation lui donne une nouvelle date à laquelle il pourra effectivement assister aux assises à ce pourparlers inter-burundais. L'information est bel et bien relayée par nos amis d'Iwachu, les voix du Burundi, la nation, à Djibouti également, ce matin donc, que dit la une, programme sociaux de l'éducation djiboutien, nous dit la nation, des chiffres édifiants, précise alors le journal selon le conseil des ministres tenu donc il y a quelques jours. Ces chiffres sont assez édifiants et mettent donc en lumière une politique qui semble aller davantage vers le social. Djibouti voudrait d'ailleurs s'en féliciter. L'information est bel et bien relayée par nos amis de la nation Tribune Madagascar. Également en kiosque ce matin, donc, mort de carcéral. On s'intéresse ce matin aux prisons à Madagascar et Amnesty International, qui mène d'ailleurs l'enquête, parle de 11 000 personnes placées arbitrairement en détention préventive à Madagascar. L'enquête menée donc par Amnesty International vise donc à décrire le non-respect flagrant des droits de l'homme dans les prisons malgaches. Est-ce une information vraie ou fausse quand on sait qu'Amnesty International semble être ceux des ONG qui sont vraisemblablement dotés d'une mission, celle de détruire et de nuire les pays africains? Peut-on encore croire à cette organisation? De toute manière, l'information est bel et bien relayée par nos amis des tribunes Madagascar. Également, kiosque ce matin, Al Watwan, le premier journal des Comores, parle bel et bien d'Ndjouani, où sa situation, ça calme d'ailleurs, ça calme un tout petit peu. Le président Azali Assoumani d'ailleurs dans la Médina de Muchoamodou pour rassurer la population. Il faut dire que vraisemblablement, le pays reprend sa sérénité après des événements qui ont secoué plus ou moins les Comoriens. Il faut dire qu'en ce moment, à l'île de Mayotte, plusieurs combattants rebelles se sont y réfugiés et attendent tout simplement que la France leur donne un coup de pouce, notamment leur donnant en répondant à leurs demandes
d'asile politique. L'information est bel et bien relayée par nos amis de Al-Watwan au Soudan du Sud maintenant. Soudan Tribune en kiosque ce matin. Que dit donc cette une de Soudan Tribune que nous attendons sur le petit écran? Machadou a demandé des mesures de confiance avant de venir à Juba. Précise alors Soudan Tribune, l'ex-vice-président du Sud-Soudan devrait en principe se rendre au Soudan du Sud pour une cérémonie dite de paix, mais il demande davantage des mesures de confiance. Il veut être rassuré qu'il n'aura aucun problème, encore moins qu'il ne sera pas abattu lorsqu'il arrivera à Juba. De toute manière, l'information relayée par Soudan Tribune nous fait dire que le président, l'ex-vice-président, voudrait tout simplement être préventif. L'information est bel et bien relayée par Soudan Tribune. Et enfin, on sort avec The New Time. Également, en kiosque ce matin, cette une de The New Time qui parle de Rulindo, sous-station de Jifouloué, inaugurée donc suite à la modernisation. Il s'agit, selon nos confrères, de 2 sous-stations améliorées qui devraient donc améliorer l'efficacité énergétique, en particulier dans la province du Nord. D'informations que je vous suggère d'aller lire dans les colonnes de The New Time, en kiosque depuis quelques minutes maintenant. Et nous y allons de ce pas en Afrique du Nord. Et nous allons en Afrique du Nord ce matin et on va commencer avec aujourd'hui le Maroc. Aujourd'hui, le Maroc qui est disponible en kiosque ce matin. On pourra avoir le titre validation de 68 projets de l'ordre de 57,65 milliards de dirhams pour 2018. C'est le grand titre que nous propose ce journal. En une année, voilà le nombre de projets qui seront donc réalisés. En 2018, 57 pour 57,65 milliards de francs de dirhams du côté du Maroc. Et nous continuons avec tel quel, toujours au Maroc, drame de Bouknadel. L'ONCF est-il coupable? C'est la question que se pose ce journal à sa une. Le journal nous dit qu'au Maroc, on a toutes les raisons de se plaindre des trains qui n'arrivent pas à l'heure. C'était ignorer, voire oublier qu'il y a pire que le retard. Un train qui déraille et qui tue. C'est ce qui est arrivé le 16 octobre à Bouknadel, commune rurale située entre Salé et Kenitra. Une catastrophe dont le bilan provisoire est de 7 morts, 125 blessés, dont 7 dans un état grave. À l'heure où, où le journal mettait sous presse, vers 10h30 ce jour-là, la locomotive a déraillé avant de foncer dans un pont, entraînant derrière elle la voiture suivante. Les fracas de métal étaient semblables à un tremblement de terre, selon des témoins. De toutes les façons, allez lire la description que le journal fait de cet accident, de cet accident tragique dans les colonnes de telle quelle édition de ce matin. Mourad de Bouchared, candidat du FLN et du RND à la tête de l'APN, boycott et protestation au menu de l'opposition. C'est le titre que nous propose le quotidien d'Oran ce matin et qui nous apprend d'ailleurs que les partis de l'opposition ont choisi de boycotter la plénière programmée aujourd'hui pour la validation de la vacance du poste de président de l'APN et pour l'élection d'un nouveau président de la Chambre basse du Parlement en remplacement de M. Saïd Bouredja. Et s'il faut prendre en compte les divergences relatives au blocage des activités de l'APN par les députés de la coalition et le forcing exercé sur Saïd Bouredja, on ne peut que s'attendre à une plénière houleuse. Certains partis de l'opposition ont déjà mis sur la table la possibilité d'organiser une action de protestation commune au sein de l'hémicycle, sans parler autant du boycott d'office de la plénière. Et le journal d'ajouter que le député RCD Sadat Feta a affirmé que les groupes parlementaires se concertent déjà pour mener un rassemblement de protestation au sein de l'hémicycle pour dénoncer ce qu'ils convient d'appeler chez eux une mascarade. Les détails de cette information politique dans les colonnes de Le Quotidien d'Oran, édition de ce matin. On reste du côté de l'Algérie avec la dépêche de Kabylie ce matin qui parle de Tizi Ouzou, de la propagation de la fièvre apteuse. Les éleveurs qui interpellent donc les autorités. Le journal nous apprend à cet effet que dans une lettre adressée aux autorités de la wilaya, 55 éleveurs de bovins et de vaches laitières crient haut et fort leur désarroi, restés jusqu'à présent sans écho
auprès des autorités. Il déplore d'ailleurs ce silence des autorités. Nous sollicitons l'intervention des autorités pour défendre notre cas auprès de la direction des services agricoles et celle des services vétérinaires qui font la sourde oreille devant l'épidémie de fièvre apteuse qui sévit à travers les quatre coins de la wilaya. Des certificats d'abattage et d'isolement le prouvent, mais le DSA répond avec mépris aux éleveurs et dit que la situation n'est pas alarmante. Tizi Ouzou, classé comme bassin laitier, risque une véritable catastrophe vu la cadence de l'épidémie qui risque de devenir épidémique, écrivent les signataires, et d'ajouter que l'épidémie a commencé à la fin du mois de septembre, mais les services concernés font dans le populisme et aucune mesure n'a été prise ni aucun traitement n'a été proposé par les subdivisions. Les détails de cette information dans les colonnes de la dépêche de Kabylie, édition de ce matin. Et nous allons continuer ce matin avec la Tunisie qui nous offre son quotidien réalité en ligne ce matin et qui nous parle de la transparence dans la vie publique. Quel rôle pour les médias? Le journal de nous écrit ce matin que l'Instance nationale de lutte contre la corruption, en abrégé INLUCC, et le syndicat national des journalistes tunisiens, en abrégé le SNJT, ont organisé hier, mercredi 24 octobre 2018 à Tunis, une journée d'études sur le thème les médias et la transparence dans la vie publique. Et dans son allocution, le président de cet organe-là, Sharki Tabib, a affirmé que cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat de l'instance avec le SNJT vient traduire la volonté des deux parties de faire de l'année 2019 l'année de transparence par excellence. D'ailleurs, le choix n'a pas été fait au hasard sur cette année particulièrement, étant donné qu'elle sera marquée par plus d'un grand événement tel que les élections parlementaires et présidentielles, a-t-il expliqué. Détail de cette information dans les colonnes de ce journal. Et sortons de l'Afrique du Nord ce matin avec Sahara Presse Service qui nous offre ce grand titre. Le Maroc n'a d'autre choix que les négociations avec le Polisario. Eh bien, le journal nous fait comprendre ce matin que le président de la République a condamné la guerre psychologique menée par le Maroc contre les civils sahraouis en remettant en cause tous les acquis et les réalisations accomplies par le peuple sahraoui, appelant à l'impératif de contrecarrer cette tentative désespérée à travers le raffermissement des rangs, l'attachement à l'unité nationale et le ralliement autour du Front Polisario, seul et légitime représentant du peuple sahraoui. Et le journal dit aussi que le président de la République, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a affirmé que l'occupant marocain se trouvait dans un isolement international en dépit de cette tergiversation, son obstination et les obstacles qu'il dresse, soulignant que le Maroc n'a d'autre choix que de s'asseoir sur la table de négociation avec le Front Polisario pour rechercher une formule qui aboutira inéluctablement à l'indépendance du peuple du Front Polisario. Les détails de cette information dans Sahara Presse Service, édition de ce matin. Et nous allons en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, vous le dites si bien, nous ouvrons par le Togo, avec Togo Matin, en kiosque également depuis quelques minutes maintenant. On parle de cette commission électorale nationale indépendante et ses nominations qui suscitent désormais le gourou des membres de la coalition. Il faut le dire, ils sont 4 membres de la coalition qui ont été nommés, mais le regroupement exprime d'ailleurs sa colère et menace de retourner dans la rue, selon nos confrères de Togo Matin, qui nous font dire vraisemblablement que rien n'est au fixe. Là-bas, au Togo, une élection projetée pour le 20 décembre prochain, notamment les législatives. Mais jusqu'ici, il n'y a pas encore eu des accords de sérénité entre les partis de l'opposition et ceux de la mouvance présidentielle. C'est encore au sein de la CENI que les batailles se rongent, parce qu'on y voit encore qu'il faudra revoir cette loi électorale et surtout ces membres qui constituent la CENI. L'information est bel et bien relayée par nos amis de Togo Matin en kiosque ce matin. Nous sortons du Togo maintenant pour le Sénégal avec Sud Quotidien. Également en kiosque depuis quelques minutes, la une de Sud Quotidien que nous attendons sur le petit écran. Exploitation donc du minerai de fer de la Falem, nous dit alors Sud Quotidien, entre l'État du Sénégal et la société turque. Tosiali précise au journal, Micmac autour d'une convention. Il faut dire que vraisemblablement quelques candidats se dressent déjà contre ces accords et qui pensent que le président Macky Sall est en train de brader
la richesse du Sénégal. L'information donc relayée par nos amis des Sud Quotidiens est en kiosque ce matin. Direct Info est également en kiosque. Nous sommes toujours là au Sénégal. Journaliste saoudien assassiné donc en Turquie. Est-ce que l'Arabie Saoudite détient-elle le permis de tuer impunément? C'est un point d'interrogation qui suscite d'ailleurs la une des Direct Info, qui nous fait dire vraisemblablement que ce pays arabe n'a véritablement pas de sentiments. Mais si l'Arabie Saoudite a pu faire un acte pareil en Turquie au sein de son consulat, il faut dire qu'il y a des pays qui voudraient également jeter le gourou contre ce pays qu'on appelle l'Arabie Saoudite et lui demandent de remettre toute la lumière sur cette affaire d'un journaliste qui pourtant a été décapité au sein du consulat saoudien en Turquie. L'information est bel et bien relayée par nos amis des Direct Info 24 heures. Également en kiosque depuis quelques minutes, donc 24 heures, irrégularité judiciaire, caractère politique du dossier. Précise alors 24 heures, parlant bel et bien de Khalifa Sall. L'UIP a franchi donc Khalifa Sall pour dire que la Cour, le tribunal européen, il faut le dire ainsi, a plutôt donné raison à Khalifa Sall. Selon donc 24 heures, Khalifa Sall, ses poursuites judiciaires contre l'ex-maire de Dakar ont tout simplement pour but de l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2019. Et donc les procédures n'ont pas été respectées. On voit une même politique derrière cette affaire. Selon 24 heures qui relaie l'information ce matin. Sortons du Sénégal maintenant pour le Mali, avec le combat également en kiosque et qui parle d'infrastructures routières. Nous mettons en lumière le tronçon Bamako-Kayes, le calvaire des usagers. C'est d'ailleurs la grande une de ce journal qui nous fait dire que vraisemblablement, les usagers de ce tronçon ont du mal à circuler parce que, dit-on, c'est un tronçon totalement détruit et qui demande à être reconstitué. Au Burkina Faso maintenant, c'est avec le quotidien Le Pays que nous y allons. Julie Payette, devant la représentation nationale, dit alors Le Pays, nous sommes à vos côtés dans la lutte contre le terrorisme, précise alors la diplomate canadienne en séjour dans ce pays. Mais citoyens, il voit mieux dans cette information, toujours relayant le Burkina Faso. Burkina Faso, Canada, donc nous dit donc citoyens, solidifier 56 ans de relations. C'était lors d'une rencontre entre le président Roch-Marc et Christian Kaboré et Julie Payette. Les deux hommes, je voudrais dire les deux personnes, ont pu revoir de fond en comble une coopération qui dure déjà depuis 56 ans et remettre surtout sur la table des problèmes de terrorisme qui semblent secouer le Burkina Faso ces derniers temps. D'ailleurs, il faut relayer que le pays semble être en alerte. Depuis quelque temps, l'état d'urgence est donc décrété au Burkina Faso de 20h à 6h du matin. Plus de circulation, précise alors Citoyen. L'information est bel et bien dans les colonnes de Citoyen, le quotidien. Toujours au Burkina Faso. Également, qui ce matin on remet davantage ce procès du régiment du putsch, du régiment de sécurité présidentielle. Et c'est davantage des responsables qui passent à la barre. Ce dernier déclare d'ailleurs, je ne suis pour rien dans l'incendie du domicile de Salifou Diallo. De toute manière, le quotidien se réjouit et met d'ailleurs en lumière quelques personnalités qui sont reliées sur la barre, notamment dans leur implication dans ce procès du putsch du régiment de sécurité présidentielle qui promet de rebondissements et qui pourra mettre plus long que l'on aurait pensé. L'information est bel et bien dans les colonnes de le quotidien La Nation Bénin. Également, ce matin, nous sommes là au Bénin, mise en œuvre dans des réformes communautaires de l'UEMOA. Le Bénin affiche un taux de 80,2%. C'est d'ailleurs le Conseil des ministres qui l'a souligné. Et bel et bien, le Bénin a donc dû mettre en œuvre une politique adéquate pour arriver à ce taux vraisemblablement qui fait d'ailleurs de la fierté de ce pays. L'information est bel et bien relayée par nos confrères de La Nation Bénin. Fraternité en kiosque également toujours au Bénin. Libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Mais le Fraternité qui nous fait dire que Talon et Boali se donnent désormais la main pour préciser que le Nigeria et le Bénin voudraient regarder dans la même direction et s'offrent davantage d'opportunités pour mettre en accord cette note de libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO d'information est bel et bien relayée par nos amis
de fraternité. Nous y allons maintenant en Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin, également en Curse depuis quelques temps. C'est une de Fraternité Matin que nous attendons sur le petit écran. Projet électricité tous azimuts. Nous dit alors Fraternité Matin, l'État crée donc un fonds. Nous dit le journal, vraisemblablement le gouvernement ivoirien voudrait rassurer de l'électricité à tous citoyens de ce pays. Donc un fonds de souveraineté a donc été mis en œuvre pour permettre à ce que les branchements y soient faits. D'ailleurs, la décision a été prise par le Conseil des ministres présidé par le président Alassane Dramane Ouattara. Et nous allons sortir de cette Afrique de l'Ouest par transport. Hebdo également en Turquie depuis quelques temps. C'est une des transports hebdo qui remet donc sur la sellette les tricycles à Abidjan, le nouveau danger de la circulation, nous dit alors transport hebdo, qui fait tout simplement remarquer que la population n'est pas du tout très contente de la présence des tricycles, de ces engins à 3 roues qui circulent déjà à tombeau ouvert à Abidjan et qui semblent davantage créer et des accidents et des embouteillages. Selon le transport hebdo, c'est le nouveau danger de la circulation en Côte d'Ivoire. L'information est bel et bien à lire dans les colonnes de transport hebdo et nous y allons de ce pas à l'international pour quelques-unes. À l'international pour quelques-unes et nous commençons avec le quotidien Libération, le quotidien français Libération qui parle de terrorisme intérieur. États-Unis, CNN, Clinton et Obama destinataires de colis explosifs. Ça fait d'ailleurs la une des médias occidentaux depuis hier. Des paquets suspects contenant des engins explosifs ont été trouvés dans le courrier envoyé au domicile de 2 élus, ainsi que dans les bureaux de Manhattan de la chaîne de télévision CNN. Le journal nous dit que les engins retrouvés ce mercredi seraient de même nature que celui envoyé lundi au domicile de la banlieue new-yorkaise de George Soros, le fils de George Soros, le milliardaire, philanthrope et donateur du Parti démocrate. Ces engins n'ont pas explosé et la police enquête pour déterminer s'ils ont été envoyés par la même personne. Dans un communiqué, la Maison-Blanche a condamné les actes ignobles visant Hillary Clinton et Barack Obama et déclaré engager toutes les actions nécessaires pour protéger tout le monde de ces lâches. Pendant ce temps, les démocrates estiment que c'est la haine propagée par Donald Trump durant la campagne électorale qui donne les résultats que nous voyons actuellement. Mais Donald Trump, de son côté, demande aux médias de ne pas exacerber un certain nombre de situations, de prôner plutôt la paix et l'entraide et la solidarité au sein du peuple et de ne pas avoir de parti pris. Voilà ce que Donald Trump a dit parce qu'il faut le savoir, il est en campagne actuellement pour l'élection de mi-mandat. On en parlera dans ce journal, dans les autres éditions. Et nous restons du côté de la France avec Le Monde Afrique qui s'intéresse au Cameroun et titre à sa une, sur un point de vue, au Cameroun, la diplomatie française défend les intérêts d'une élite prédatrice. Eh bien, c'est la chercheuse Marie-Emmanuelle Pomerol qui réagit après que le Quai d'Orsay a adressé ses vœux de réussite à Paul Biya, réélu à la tête du Cameroun. Le journal nous indique qu'Emmanuel Macron se targuerait de ne pas serrer la main au chef d'État à la réputation électorale douteuse en Afrique centrale et laisse à la manœuvre la bureaucratie diplomatique qui n'hésite pas à adresser ses vœux de réussite au président camerounais Paul Biya pour son nouveau mandat de 7e. Et le journal est d'estimer que ça fait un peu paradoxe dans la manière de traiter les différents sujets qui touchent le continent africain par Emmanuel Macron. Et on continue avec la Libre, nous sommes du côté de la Belgique. Ce que l'on sait sur les colis suspects qui ont été envoyés à plusieurs adversaires de Donald Trump. Et ça fait aussi la une de ce journal ce matin. Et le journal nous apprend que des bombes artisanales ont été adressées depuis lundi à plusieurs adversaires de premier plan du président Donald Trump, dont Hillary Clinton ou Barack Obama. Le point sur l'enquête qui compte encore de nombreux inconnus dans les colonnes de la Libre, édition de ce matin. Et nous continuons toujours en Belgique avec le Soir qui parle des syndicats qui veulent plus de salaire pour les professeurs. Eh bien, le journal dit qu'ils revendiqueront notamment un salaire plus attractif en début de carrière afin d'éviter les fréquents départs dans les premières années de fonction.
le journal d'ajouter que dans l'enseignement, l'heure de la négociation sectorielle biennale a sonné. Les organisations syndicales fourbissent dans leurs âmes. Elles planchent sur un cahier de revendications exigeant et pas simple à satisfaire. Les maigres marges budgétaires disponibles étant consacrées à l'implémentation du pacte d'excellence. On parle avant tout de salaire. Eh bien, allez lire toutes les informations concernant cette histoire de salaire dans les colonnes de Le Soir, édition de ce matin. Du côté du Luxembourg, c'est le quotidien indépendant luxembourgeois qui nous accueille et parle du Luxembourg, de la productivité qui a baissé en 2016 et en 2017. Allez donc comprendre les raisons pour lesquelles cette productivité a baissé dans les colonnes de ce journal, édition de ce matin. Et sortons de l'international avec le journal de Montréal du côté du Canada. Trump appelle les médias à cesser les hostilités après l'envoi de colis explosifs. Nous sommes avec le journal de Montréal. Le journal de Montréal qui nous apprend d'ailleurs à cet effet que le président américain Donald Trump a de nouveau condamné mercredi soir d'envoi de colis explosifs à plusieurs de ses détracteurs, dont la chaîne CNN, tout en appelant les médias à cesser les hostilités. Le gouvernement fédéral mène une enquête agressive et nous allons trouver les responsables et les présenter à la justice très rapidement, j'espère, a déclaré le président lors d'une réunion de campagne dans le Wisconsin. Et tout acte ou menace de violence politique est une attaque contre notre démocratie elle-même, a-t-il ajouté, en disant souhaiter que toutes les parties se parlent dans la paix et l'harmonie. Détail de cette information dans les colonnes de Le Journal de Montréal, édition de ce matin. C'est d'ailleurs avec cela que nous mettons un terme à cette édition du kiosque panafricain. Raoul Pépin Benambela. Alors, Tony Michael Menga, deux commentaires sur une qui me paraissent assez intéressants, notamment, vous avez décrit une délibération tout à l'heure qui parlait de ces engins explosifs qui ont été dirigeandés du côté de certains responsables des partis démocratiques. Vous savez qu'aux États-Unis, on est à 12 jours exactement d'une élection à mi-parcours. Est-ce que, selon vous, cela est un fait du hasard? Je ne dirais pas que c'est un fait du hasard, parce que ceux qui ont décidé d'envoyer ces colis explosifs à ces différentes personnalités politiques très connues des États-Unis savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être que ce n'est pas Donald Trump qui a diligenté ça lui-même, mais seulement en le faisant, beaucoup de démocrates estiment que c'est Donald Trump qui a exacerbé un certain nombre de violences dans le pays pendant la dernière campagne électorale, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des haines qui surgissent aux États-Unis, des haines raciales et ainsi de suite, de la xénophobie, un certain nombre de choses. Donc c'est un message. Voilà. Vous voulez dire que c'est un message adressé au Parti démocratique pour lui dire, monsieur, n'allez pas très fort parce qu'il faudra que les républicains gagnent encore davantage. D'accord, mais peut-être un message. On sait comment les choses vont se passer. Le problème, c'est que ces colis ont été envoyés uniquement aux personnalités politiques démocrates. Susceptible d'inquiéter bel et bien le Parti républicain, il faut le dire. Exactement, mais Donald Trump est en train de faire son travail actuellement. Le porte-à-porte, comme le RDPC l'a fait au Cameroun, pour pouvoir gagner cette élection. D'accord, rentrons un peu sur les fêtes de la CEMAC. D'ailleurs, je crois que la grande messe s'ouvre d'ailleurs ce jour en N'Djamena avec ces chefs d'État et de gouvernement qui vont devoir prendre certaines mesures très, très excitatives pour permettre à cette tension financière de la CEMAC de s'accalmer, de s'apaiser un peu. Il faut dire à Tony Michael Menga que les chefs d'État devraient quand même trancher dans la douleur, parce qu'il faut dire que c'est des problèmes de gouvernance qui jusqu'ici entraînent ce bateau de réserve suscité par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Voilà, le problème, en fait, ça sera très difficile. Et les gens sont divisés, les uns et les autres sont divisés sur cette question-là, la dévaluation du franc CFA ou pas dévaluation du franc CFA. On parle d'ajustement, de la remise sur les ajustements structurels, mais ça dépendra des chefs d'État. On a écouté beaucoup d'observateurs, beaucoup d'experts sur la question, et beaucoup s'accordent à dire que les pays de la CEMAC doivent prendre un pan, ça veut dire sortir de la monnaie du franc CFA, créer une nouvelle monnaie. Ça sera dur dès le départ, mais pour finir comme le Nigeria, on pourra accéder à un certain nombre de marges de manœuvre sur la scène économique mondiale. C'est de cela qu'il s'agit, sinon on continuera à être aidé par les gens, mais on ne pourra véritablement pas se développer et les salaires seront toujours ceux qu'on connaît des fonctionnaires. Vous savez que le Tchad, par exemple, subit ce coup actuellement et beaucoup du côté du Tchad ne sont pas prêts à accepter qu'on entre sur ajustement structurel une nouvelle fois. Ok, de toute manière, nous allons certainement y aller de main morte dans cette affaire. On va attendre avec beaucoup de juste position ce qui va se passer du côté de N'Djamena avec tout ce bataillon
des vaillants soldats que nous avons déjà là-bas. Il faut dire que les reporters d'Afrique Média sont bel et bien au combat. Ils vont vous relayer cette information au fil du temps. Hein, et vous, merci à vous, Tony Michael Benga. Nous n'avons plus assez de temps pour rester sur ce plateau. Juste pour vous donner un prochain rendez-vous, je crois que la prochaine pour nous, c'est mardi prochain, sauf que vous revenez tout à l'heure à 10h dans le cadre de la Grande Tribune avec vos consultants permanents. Nos consultants permanents que vous connaissez, Georges Sémé et Pierre Clavecodo. Les rouges dans ce matin a donc deux sujets à l'ordre du jour. Le premier sujet est Tchad, ouverture donc de ce sommet extraordinaire de la CEMAC. Il faut dire que c'est un sommet dont on attend des résolutions fortes pour permettre aux pays de la CEMAC d'avoir un offre de soulagement dans leur tension de finances. Sujet 2, République centrafricaine, l'axe Bangui, Moscou, agace Paris et l'ONU, une coopération militaire qui dérange. Précise alors nos confrères. Une coopération militaire qui dérange, donc c'est d'ailleurs la seconde thématique. Invité depuis Douala, vous aurez Dalvaris Ngunju qui sera la géostratégique. C'est un géostratège. Et en Djamena, M. Jean-Arthur Avoumou, toujours le militant. Il y sera également là. Depuis le studio de Djamena, ça sera bel et bien sur la roulette des victoires d'Imala, la Dimala nationale. Et à nous de vous dire excellent début de matinée dans sur Afrique Média. Et à bientôt.